Si le ballon peut arriver dans cette situation-là, et que le gardien peut faire une erreur entre guillemets visible, le point de rupture, il est pas au moment où il fait l'erreur, il est bien en amont. Moi, je dissocie beaucoup la performance et les qualités. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui, dans La Voix des Gardiens, je reçois l'ancien responsable de l'école de foot de la SNL, un ancien recruteur pour Manchester United, un ancien recruteur pour l'Olympique de Marseille à l'époque de Pablo Longoria, mais surtout un scout reconnu sur les terrains de France et d'Europe. Mais il n'est pas gardien de but, mais justement, on va évoquer cette passion du poste qu'il a. Bonjour Mathieu Séquinger. Bonjour Alexandre. Pour commencer cet épisode, alors d'habitude aux gardiens, je leur demande comment ils sont devenus gardiens. Toi, t'es pas gardien de but, mais par contre, on va du coup évoquer cette passion que tu as pour le poste, comment tu as cet intérêt pour le poste. Quelle est ta relation, toi, avec le poste de gardien de but ? Bon, ma relation avec le poste de gardien de but, elle remonte à très petit. J'ai toujours eu une passion pour les plongeons, j'ai toujours aimé ça. Malheureusement, j'ai jamais concrétisé, on va dire, sur les terrains. Mais j'ai toujours été au but dans les différents city-stades. Ça remonte à l'enfance aussi, dans le jardin familial. Voilà, beaucoup d'échanges avec les copains, des goal à goal, enfin plein de choses comme ça. Et puis aussi une passion par rapport à certains gardiens qu'on a vu évoluer sur les terrains. Je pense à Pascal Olmeta, comme ça de mémoire, qui m'a impressionné et qui m'a fait sourire sur les terrains quand j'ai pu le voir, ou à d'autres gardiens comme Fabien Barthez, Bernard Lama, voilà, qui sont un peu de ma génération dans les années 90. Et puis après, par la suite, les Gianluigi Buffon, etc. Voilà. Après, j'ai pu nourrir cette réflexion aussi par rapport au poste de gardien quand j'étais à l'école de foot à la SNL, quand j'étais à l'AS Nancy-Lorraine, avec des entraîneurs de gardien de but. On pense à Christophe Miranda notamment, que j'ai apprécié dans tous les échanges qu'on a pu avoir par rapport au poste, et puis par rapport à ces séances d'entraînement. Avec toi, on se connaît, Alex. On peut le dire, on se connaît, on a été justement à l'école de foot voilà. de la SNL ensemble. Tu as été un entraîneur des gardiens de l'école de foot comme d'autres, à qui je pense, Mamadouba, Max Lyotard, etc. Donc voilà, dès le plus jeune âge, on avait cette attention, on va dire, par rapport à ce poste-là. Et puis après, ça s'est nourri au fur et à mesure du temps, voilà, parce que je suis pas un spécialiste à proprement dit. Les spécialistes, c'est ceux qui ont été dans les buts, et c'est ceux qui ont pu être des acteurs majeurs à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui, j'ai toujours eu ce petit feeling, cette petite passion par rapport au poste. Mais justement, pourquoi tu t'es jamais allé au but ? Les goal à goal, t'en faisais. Pourquoi il n'y a pas eu ce basculement pour être gardien de but à un moment donné ? J'étais à l'aise sur le terrain. On va dire peut-être j'étais plus à l'aise sur le terrain qu'au poste de gardien de but. Même si, très sincèrement, je repense à mon enfance, ça m'arrivait souvent avant les séances, on allait dans les buts, les copains qui faisaient les frappes et tout. Moi, j'étais le premier à aller dans les cages. On faisait des goal à goal à n'en plus finir, parce qu'on adorait ça. Et puis, quand t'es avec un pote à toi et que tu es un contre un, c'est plus facile de faire des goal à goal parce que tu peux tirer, arrêter, plonger, etc. plutôt que de faire des dribbles ou des passes ou je sais quoi. J'ai jamais eu cette bascule-là. Alors, peut-être heureusement, parce que je fais 1m80 aujourd'hui, donc je pense que j'aurais pas pu être gardien de but professionnel. C'est possible. Mais en tout cas, non, voilà, j'étais très à l'aise sur le terrain et c'était plus ludique pour moi. Il y avait plus ce côté ludique, à côté, en dehors de plonger, mais pas forcément toute la difficulté ou même les contacts du jeu ou la gestion du jeu, tout ça. Il m'est arrivé d'être gardien de but à moindre niveau, on va dire, parfois, parce que soit le gardien se fait expulser, soit t'es dans un petit niveau, tu joues avec les copains et il y a pas de gardien, donc toi tu vas aller au but, t'aimes ça, mais tu te rends compte que la difficulté du poste elle est très importante et que ça demande malgré tout, en termes de personnalité, en termes de qualité, beaucoup d'éléments. Et moi, j'ai jamais fait cette bascule-là. Avec le recul, j'aurais peut-être aimé le faire, sincèrement, mais ça s'est pas présenté. Voilà, c'est comme ça. Et jeune, même dans les catégories de jeunes,
quel regard tu avais sur le gardien? Est-ce que tu te rendais déjà compte que c'était difficile quand ton gardien, je sais pas, il faisait une erreur ou tu sais? Ouais, après, je pense que c'est un poste qui est ultra exposé. Malheureusement, on identifie très facilement l'erreur du gardien de but potentiel en oubliant tout ce qui a pu se passer avant, la perte de balle de l'attaquant, le non-pressing, voilà, il y a plein d'éléments avant, et le gardien de but, souvent, il est un peu celui qu'on pointe du doigt. Alors moi, j'avais une détestation que ce soit des éducateurs ou que ce soit des joueurs qui, à la fin de l'action, pointaient du doigt la faute de main ou l'erreur du gardien. Alors qu'il y avait 4-5 erreurs avant. Alors qu'il y avait énormément d'erreurs avant. Et je leur disais toujours, que ce soit aux joueurs ou parfois aux parents, hein, sur le bord des terrains, qui aussi s'y mettaient aussi, voilà, c'est la faute de tout le monde. Si le ballon peut arriver dans cette situation-là, et que le gardien peut faire une erreur entre guillemets visible, c'est de la faute des autres. Le point de rupture, il est pas au moment où il fait l'erreur, il est bien en amont. Et j'avais horreur des coéquipiers qui s'en prenaient au gardien et qui avaient oublié que eux-mêmes avaient fait plein d'erreurs avant, ou que l'attaquant. Et j'ai toujours eu ce côté-là par rapport au gardien de but et cette prise de risque-là, parce que moi, tu le sais, je suis un éducateur, un ancien éducateur, en l'occurrence entraîneur, qui poussait toujours son équipe à jouer, et j'aimais qu'on joue, qu'on reparte de derrière, qu'on développe du football. Donc mon gardien, nécessairement, devait être proactif. Et nécessairement, quand tu lui demandes d'être proactif, ça lui amène forcément une part d'erreur. On a pris énormément de buts. Une part de risque. Une part de risque. Et là, on parle de jeunes gardiens. On parle pas de niveau professionnel ou de niveau... U12, U13, enfin... Voilà, là, on parle d'une école de foot, U10, U11, U12, U13. Je vais même pousser jusqu'à U14, U15. Les enjeux, quand on réfléchit bien, les enjeux à cet âge-là, c'est quoi? C'est d'apprendre à jouer au football, de prendre du plaisir. On va perdre des matchs, on va en gagner. On va tirer toujours des leçons de ça. Et surtout, c'est de renforcer, c'est d'essayer au maximum de lui faire comprendre que il est acteur du jeu. On essaye de mettre en place des choses à l'entraînement qui leur permettent de le faire. C'est surtout les amener à comprendre que si tu fais une erreur, c'est pas grave. En tout cas, moi, je leur ai toujours dit, si tu fais une erreur, si tu prends un but, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai poussé dans cette situation-là, plutôt que de jeter le ballon là-bas. Bah non. Oui, moi, je t'ai dit et je t'ai expliqué qu'il fallait que tu élimines à ce moment-là et que tu prennes cette part de risque-là. Donc, quand tu arrives à faire comprendre à ton gardien de but ou à tes gardiens de but ou à l'ensemble des gardiens de but de l'école de foot, une préformation, que l'erreur, elle fait partie du jeu, et que s'ils font cette erreur-là, parce qu'on a ce modèle de jeu-là, entre guillemets, c'est pas de leur faute en soi. Donc tu partages un peu cette culpabilité-là, même si lui, il est au fond du trou. Hein. Mais voilà, c'est ça. Comment après un gardien de U12, U13, il va rater son crochet, même si c'est toi qui lui as dit que tu vas le réconforter, comment lui, il s'en remet, parce que il sait qu'il a pris un but, que tout le monde le regarde. Exactement, mais c'est un travail au quotidien. Après, ça fait partie d'un processus. On apprend par l'erreur aussi. Je préfère qu'à cet âge-là, les gardiens aient conscience qu'ils ont les qualités ou le potentiel pour générer une occasion de but ou pour générer une situation qui va permettre à l'équipe de progresser, d'avancer. Donc cette prise de risque-là, elle est, pour moi, elle est fondamentale, surtout qu'on est dans l'apprentissage. Et que, encore une fois, je le répète, il n'y a rien de grave. Même si c'est en U13 avec les finales nationales à Cap-Breton ou des finales régionales où là, à un moment donné, on a pris des buts dans des gros tournois. C'est à nous, en tant qu'éducateurs, de générer cette frustration-là, de relativiser les choses. Ceux qui sont le plus déçus, c'est les enfants. Ceux qui sont parfois le plus déçus, c'est les parents. Donc il faut gérer. Et là, il faut les gérer, parce qu'en U13, faut gérer les parents. Gérer peut-être plus parfois à ce moment-là les parents que les enfants. Et puis c'est de faire comprendre que, voilà, malheureusement, ça fait partie de notre processus d'apprentissage. À force de reproduire ce type de situation, bah, tu peux accumuler une certaine confiance, accumuler une certaine sécurité aussi dans tes gestes. Pour 3-4 années après, dans le processus de formation, avoir cette passe qui, elle, va faire la différence sur une première relance. L'objectif, c'était toujours de penser que on doit essayer d'automatiser certaines choses. Il suffit plus d'arrêter les buts, il suffit plus d'être performant sur sa ligne, dans les airs, etc. Il y a aussi une notion et une part de jeu au pied qui est prépondérante. J'ai toujours eu, moi, dans l'idée en tête, avec les différents éducateurs avec qui j'ai pu partager ça dans les différents clubs ou les différentes écoles de foot, c'est d'automatiser quelque chose et d'apprendre à gérer cette frustration-là, cette erreur-là, dès le plus jeune âge, parce que quand tu vas avoir 17-18 ans, que tu vas être au contact d'un football qui va être différent, ouais, tu vas maîtriser ce type de situation. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà produit. Il y a des nouvelles choses à gérer à 17-18 ans, donc celle-là, il faut qu'elle soit intégrée dans il faut, voilà, dans le processus de développement. Tu as été entraîneur des gardiens de but et des jeunes gardiens de but. Il y a certaines erreurs que tu vas reproduire toute ta vie, c'est comme ça.
Après, il faut aussi mettre un petit bémol là-dessus. Il y a une gestion aussi du jeu, de la prise de décision, et ça, à l'instant T, ouais. il n'y a que lui qui peut prendre cette décision-là. Mais en tout cas, voilà, essayez au maximum de pousser le garçon dans sa prise de conscience. Tu peux faire une erreur. Voilà, il faut relativiser. On va analyser, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, et puis surtout, on va travailler. Moi, les gardiens de but, en semaine d'entraînement, ils avaient des spécifiques, comme tous, mais quand ils étaient avec le groupe, ils étaient des joueurs de foot. Parce que souvent, on a tendance à mettre les gardiens de but, on va dire, en appui, un peu à l'extérieur du jeu, ou en joker avec un chasuble, personne peut trop... tu joues qu'avec l'équipe qui a le ballon. Moi, je les considérais comme des joueurs. Et si tu pousses le raisonnement à l'école de foot, dans les petites catégories, ça tournait tout le temps, en fait. Il y en avait les gardiens... oui, ils étaient identifiés gardiens de but, ils avaient leur séance spécifique, mais le week-end, ils étaient sur le terrain. Comme ça, ils pouvaient voir un peu aussi, découvrir les autres postes, pas être cantonnés très tôt au poste de gardien. Exactement. Et puis surtout, ils prennent conscience aussi de la difficulté. Parfois, j'ai le ballon, mon défenseur, il est positionné comme ça. Si je lui donne, qu'est-ce qu'il peut ressentir comme situation? Il est dos au jeu, Donc Et puis surtout, tu développes ta sensibilité football. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de leur faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs, voilà, que on développe jusqu'à un certain âge, on développe des spécificités au poste, bien sûr, on sait très bien quels sont les garçons en U13, U14, où est-ce qu'ils vont jouer, mais continuer à les mettre dans des conditions qui vont leur permettre d'élargir leur panoplie de footballeurs. Et un gardien de but, pour moi, dans une séance d'entraînement, c'était très important, à cet âge-là, on parle vraiment de, allez, U10 à U13, c'était vraiment important qu'il soit un joueur à part entière. Après, il y a des aptitudes naturelles chez n'importe quel joueur, hein, toucher de balle, etc. Il y a des gardiens qui sont plus à l'aise, on va dire, dans leur gestion du jeu au pied, mais leur amener cette confiance-là. Alors, tu en as parlé tout à l'heure et il y avait ces goal à goal. Si on pousse un peu plus au-delà du jeu loisir, qu'est-ce que ça peut apporter, même pour des joueurs de champ, le goal à goal, en quoi ça peut être un exercice très utile pour justement au niveau du jeu, de la situation de jeu, et en quoi ça peut être apporté à des jeunes joueurs et des jeunes gardiens. Moi, si je prends mon exemple personnel, j'ai fait des goal à goal toute ma jeunesse, encore une fois dans le jardin familial. Je remercie mon père par rapport à ça, parce qu'il a mis des arbres qui faisaient qu'à un moment donné ça faisait des semblants de buts qui étaient l'un en face de l'autre, alors pas bien alignés, mais ça nous dérangeait pas, ça faisait un but, quoi. Ouais, voilà, ça faisait des buts, il y avait quelque chose à défendre. On se débrouillait comme ça, avec des branches qui partaient un peu, donc il y avait un but plus grand qu'un autre, mais en tout cas nous, ça nous a permis à cet âge-là, avec mes copains, c'était déjà la gestion de la frappe, voilà, parce que tu fais que frapper. Tu frappes pied droit, tu frappes pied gauche, tu travailles tes deux pieds. Et je l'ai vu, je crois que c'est aux États-Unis, je crois qu'ils font des trucs spécifiques, des concours un peu de gardiens, ouais, ou à la main, voilà, à la main ou au pied. Moi, je trouve que c'est un exercice hyper ludique, que ce soit pour les gardiens ou pour les joueurs en l'occurrence, parce que tu le vois et tu vois plein de situations de joueurs à des séances d'entraînement qui vont dans les buts, et n'importe quel joueur de foot, il aime plonger, il aime aller au but, faire un arrêt, claquer un ballon en fin de séance, en début de séance. Et par rapport au gardien, le fait de se situer, enfin si tu rajoutes quelques variantes, il y a des moments où tu vas frapper à l'extérieur du but parce que le ballon y est, et le fait de devoir se resituer, il y a cet intérêt-là pour la gestion de l'espace aussi. Enfin, ça peut être un réel exercice. Ouais, exactement. Bah, tu connais la configuration de la forêt de haies du centre d'entraînement de l'AS Nancy-Lorraine. Il y a ce qu'on appelle la fosse. Il y en a dans certains clubs, les terrains réduits, avec les buts assez rapprochés, avec les murs autour. On n'avait pas forcément tout le temps droit de le faire, mais avec les jeunes du centre de formation, on a fait des goal à goal. On faisait parfois le soir, bon, plutôt en fin de saison, parce que en cours de saison, il fallait faire attention qu'ils se blessent pas ou quoi. Et c'était hyper ludique. Et comme tu le dis, quand tu le fais dans un espace fermé, en l'occurrence dans la fosse, le ballon il est tout le temps en jeu. Donc il y a une notion de, tu vas pas avoir de tirer jusqu'à une certaine limite. Le ballon, il va frapper peut-être la barre, ou le mur, il va revenir, tu vas le reprendre en une touche. T'es tout le temps dans l'urgence, et dans cette gestion-là. Et tu le vois sur ce qui peut se passer aux États-Unis, ils le font à la main aussi. Donc ça leur permet aux gardiens de travailler aussi la relance à la main, le mouvement. Tu fais aussi facilement avec ton bras fort, mais fais-le aussi avec ton bras faible. Et c'est le cas aussi pour le jeu au pied. Tu frappes, tu peux te mettre un challenge à ce moment-là en disant les gardiens, sur cette séquence-là, de goal à goal, c'est pied faible. Et puis, au début, peut-être ça va ressembler à n'importe quoi. Puis, au fur et à mesure, il va y avoir une automatisation et puis un apprentissage.
je trouve cette forme-là, en tout cas du goal à goal, hyper fun et hyper ludique. Et puis ça leur permet aussi d'avoir cette sensibilité de frappeur. On l'a connu avec Fabien Barthez. J'ai souvent tendance à dire d'ailleurs, pour la petite parenthèse, que les entraîneurs de gardiens de but sont les personnes qui ont une qualité de frappe. Ils font combien de frappes par jour ? Sur la précision, il faut être précis en fonction de l'exercice avec différents types de frappes, différents... Si tu as un entraîneur de gardien de but et que à chaque fois que tu dois mettre dans cette situation-là le ballon à cet endroit-là et que 9 fois sur 10 tu le mets pas à cet endroit-là, comment tu veux que ton gardien il travaille de manière cohérente ? Mais j'ai vu une séance d'entraînement de gardien de but avec un entraîneur de gardien de but, j'ai rarement vu des frappes de cette intensité-là et de cette précision-là de l'entraîneur de l'académie de United. Et c'est un jeu au pied de joueur de champ. Et même peut-être spécifique, peut-être même qu'un joueur de champ à ce moment-là, mettre le ballon au bon endroit, avec la bonne force, avec la bonne intensité par rapport au travail que fait le gardien sur cet enchaînement-là. Et à un moment donné, c'est exceptionnel. Et dans une séance, ils font combien de frappes de demi-volée ou de volée je sais pas, faudrait mesurer et compter. Certainement que tu auras la réponse dans certains podcasts, que certains l'ont mesuré, mais ça doit être colossal. Chaque séance, chaque semaine. Justement, Manchester, on va en parler. Donc, t'es arrivé à Manchester pour être scout pour l'académie. Sur les gardiens de but, pour ceux qui nous écoutent, quelle est l'organisation d'un top club européen sur les gardiens de but ? Alors, on va commencer par l'académie et après, on ira vers les pros. L'organisation spécifique, c'est un peu sur le même modèle que la France en termes d'entraînement de gardiens de but. Après, moi, dans mon rôle de recruteur, c'était hyper intéressant parce que quand ils ont développé cette structure du recrutement académique qui a été complètement créée au moment où moi j'arrive, on a notre premier meeting et on rencontre différents acteurs du club, et en l'occurrence on a à ce moment-là on a l'entraîneur des gardiens de but du centre de formation qui vient spécifiquement nous faire une présentation parce que c'est la continuité d'un club, hein, c'est un club qui fonctionne correctement, t'as tes recruteurs qui sont sur le terrain. Si tu leur demandes certains critères au poste et qu'ils te ramènent l'inverse, ça va pas fonctionner. Donc, il nous a clairement évoqué les différents critères et les différentes attentes au poste. Et c'était quoi ces critères ? Que ce soit au niveau de la taille, même aujourd'hui il y a des débats au niveau de la taille. Oui, il peut faire gardien en faisant un 85. Personnellement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, il y a une spécificité par rapport à l'Angleterre, même si le championnat a énormément évolué à ce niveau-là. Mais l'Angleterre, malgré tout, tu peux recevoir un nombre de ballons très important dans la surface de réparation. Le gardien est moins protégé que dans les autres pays, dans les duels aériens notamment. Donc forcément, la taille là, est plus importante. La taille est un critère qui peut être important à ce moment-là. Et nous, à cette époque-là, l'entraîneur des gardiens nous fait part à un moment donné que oui, il recherche des gardiens avec une certaine taille, avec une certaine envergure, avec beaucoup de courage. Ça, c'était un critère qui était très important dans les sorties, que ce soit au sol, dans les airs, énormément de personnalité. Et c'était hyper enrichissant parce que c'était nouveau pour moi. J'avais connu, on va dire, ce qui se faisait en France, via la SNL forcément, avec ce qui, je pense, pour moi, est l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens que j'ai connu, hein, Christophe Miranda, au niveau de la formation, au niveau de la pédagogie, au niveau de plein de choses, c'est exceptionnel. Et ouais, c'était important pour nous à ce moment-là, pour l'ensemble des recruteurs, même s'il y en avait certains qui avaient une attention, et par rapport à leur passé aussi, notamment un recruteur argentin qui était un ancien gardien, qui est pas pour le coup pas hyper grand, mais qui était... Justement, lui, il pouvait échanger avec sa vision, mais il a dû s'adapter et rentrer dans les critères. Lui. Exactement, et puis c'était intéressant parce que c'était nourri d'un débat par la suite, par rapport aux expériences et aux échanges qu'on a pu créer les uns avec les autres. Ce qu'on disait beaucoup nous en Angleterre, c'était parfois le gardien c'est la target en fait. Et parfois tu vas jouer en première ligue, ça allait de moins en moins parce que le football a énormément évolué, faire un football beaucoup plus européen, léché, etc. Mais tu pouvais aller dans des stades en première ligue ou en championship, etc. Et le ballon il peut arriver dans ta surface 50 fois parce que l'équipe adverse elle a un projet de jeu qui est long ballon, il faut que le gardien 50 fois il réponde. Qui à un moment donné ce qu'on appelait le kick and rush, et qui à un moment donné tu vas te faire charger une fois, deux fois. Si t'as pas l'envergure et si t'as pas la bravoure pour y aller, parce que il y a aussi une notion de bravoure. Il y a des gardiens qui sont plus petits mais qui sont plus à même d'aller jouer ces ballons aériens et d'aller dans le duel. Et je te dis,
j'ai le souvenir on était parti en stage, on avait tendance à faire nos séminaires à Manchester, comme beaucoup de clubs étrangers le font pour les cellules scouting à l'étranger sur différents tournois. Donc on avait pu aller observer la séance d'entraînement. Mais le spécifique gardien sur la réserve, hein, fait par l'entraîneur des gardiens, un peu un look un peu des années 60-70, Beatles, les rouflaquettes, mec au demeurant extrêmement gentil, abordable, appréciable, c'était exceptionnel, mais l'intensité qu'il mettait dans les frappes et la force qu'il mettait, mais sur le premier ballon d'échauffement, ça m'avait marqué, parce que t'as toujours tendance à penser qu'il va y avoir une progressivité, mais le premier ballon, il claquait, et tu l'entends au bruit du ballon, on était juste derrière le but, et ça a duré comme ça pendant 45 minutes, c'était impressionnant. Et j'avais pas, même un ancien, en ayant vu beaucoup de séances pro, etc., j'avais pas vu cette intensité-là. Sur la frappe. Sur la frappe et sur l'exigence. C'est là où tu te rends compte, voilà, le très grand club, en termes de détails, en termes mais à tous les niveaux, hein, le temps de passage, le séquençage, ouais, c'était exceptionnel, c'était vraiment très très enrichissant. En parlant de détails, il y a des entraîneurs spécifiques gardiens de but. Est-ce qu'il y a des scouts spécifiques gardiens de but? Ouais, ou alors c'est le scout global qui... Alors c'est intéressant parce que nous on a commencé à United, on était un grand nombre de scouts répartis dans les différents pays, les différents territoires. On avait, je t'ai dit, on avait un collègue à nous qui avait une sensibilité un peu plus importante, qui pouvait avoir un œil parfois un peu sur les différents gardiens que nous on pouvait ressortir dans nos différents marchés, et qui pouvait spécifiquement, on va dire, donner un avis vraiment beaucoup plus élargi, pointu, précis, parce que nous en tant que scout, on a une sensibilité chacun par rapport à différents postes. Maintenant, notre rôle, c'est de scouter tous les postes. Si on identifie un gardien par rapport à différentes qualités, c'est de l'observer, de l'identifier, de faire un rapport le plus pointu possible par rapport à ses qualités au poste, par rapport à nos grilles d'évaluation, parce que c'était aussi extrêmement précis à Manchester, l'évaluation des joueurs au poste. Après, ça s'est développé, que ce soit chez les jeunes et chez les pros. Moi, c'était au moment où, un petit peu plus tard, quand je suis parti à Marseille, ils avaient développé le fait de faire venir un scout spécifique gardien de but. C'est-à-dire que lui, par contre, spécifiquement, ne regardait que les gardiens de but de toutes les listes que nous, on pouvait mettre en avant, et c'est lui qui allait voir quel était... Au final, par rapport à tout ce que vous aviez fait remonter, après lui, il ciblait sur la liste. Sur tous les marchés, il va aller identifier, et ce qui va lui permettre à lui de dire, lui est meilleur que lui, etc., et de dresser, on va dire, un listing et un classement. Après United, t'es recruté, là, pour le coup, par l'Olympique de Marseille. Pareil, au début sur les jeunes, et après sur les pros. Comment ça se passe? Et surtout, à ce moment-là, quand tu dois faire des rapports sur des gardiens, qu'est-ce que tu cibles principalement? Quand je signe à Marseille, en fait, je signe sur la cellule professionnelle avec un regard spécifique sur les jeunes, en France et en Europe. L'idée, c'était d'observer les jeunes, on va dire à peu près de 15 à 21 ans, soit dans la possibilité de les faire signer directement en professionnel, soit dans la possibilité de les faire signer à l'académie, pour augmenter le niveau de nos équipes à l'académie, et pour augmenter la qualité de nos joueurs, qui seront capables potentiellement d'aller en équipe première à Marseille. Il y a un côté scout, post-formation, académie, et un côté scout équipe première. Donc tu peux switcher, que ce soit dans tes déplacements ou dans ton travail vidéo, sur match professionnel, match jeune, et inversement. On va prendre un cas pratique, le recrutement de Jelle Van Nack, qui a été recruté sur la même période. Un processus comme ça de recrutement, concrètement par exemple, vous le voyez combien de fois? Un gardien, avant de décider de le faire signer, combien de fois vous le voyez? Toi et la cellule dans sa globalité? Déjà, on voit beaucoup de joueurs, et pour le coup, on voit beaucoup de gardiens. Là, en l'occurrence, c'est une demande du club d'avoir un gardien de cet âge-là. Jelle, c'est un 2004. On a des problématiques au poste de gardien de but à ce moment-là, avec peut-être des profils qui sont pas faits pour aller vers le très haut niveau. On sait à peu près ce qu'on va cibler, identifier, que ce soit pour la formation ou pour les professionnels, même si
En tant que recruteur, il faut que tu gardes le spectre de manière assez large parce que, notamment pour l'équipe première, ça peut bouger dans tous les sens. Donc, tu peux être sollicité pour des joueurs au départ, des postes qui n'étaient pas prévus. Dans le cas d'Jelle Van Neck, il y a une demande sur cette génération-là. Il y a la possibilité de faire un gardien juste l'été d'avant, il me semble. Ça se fait pas pour X raisons, de la même génération. Moi, Yele, je le vois, il me semble que je dois être le premier à le voir de la cellule, notamment qui travaille un peu sur pro jeune, sur un match amical en Belgique contre Lyon, de mémoire, contre Lyon, où il fait des choses intéressantes au poste, il montre de la bravoure, il est intéressant dans les airs, il a de l'envergure. Il fait pas que des arrêts. Non, sur ce match-là, il est intéressant dans ses arrêts. Au jeu au pied, il n'a pas un jeu au pied, on va dire, de très haut niveau dans l'exécution de la passe, etc. Que ce soit le jeu long, le jeu au sol, etc. Mais par contre, c'est un gardien qui joue. Et il faut mettre une différence entre les deux. Il est plutôt joueur au pied. Après, en Belgique, ils ont une école de gardien de but qui est très intéressante. Oui, tu prends Genk, tu prends Bruges, Anderlecht, etc. C'est vraiment intéressant de suivre. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gardiens qui sortent de là-bas. Et je sais pas comment ils travaillent spécifiquement, mais en tout cas, ils amènent leurs gardiens globalement à jouer. Donc à être joueur, à être proactif dans le jeu de leurs équipes, à jouer assez haut sur le terrain. Donc il a plein de... À ce moment-là, il m'interpelle. Je suis sur ce match-là, je regarde plusieurs joueurs et je note ce gardien-là qui m'interpelle et puis qui rentre dans nos différents listings et qu'on va suivre parce qu'il répond à un besoin. Qui vous convient. Enfin, une génération, il rentre dans les critères de ce qu'on va faire. On sait qu'à ce moment-là, il est un gardien qui va être libre à la fin d'année, qui va être fin de contrat. De fait, il rentre encore plus dans une opportunité de marché qui fait qu'on doit avoir une attention très particulière sur lui. Il va jouer la Youth League. À ce moment-là, il joue la Youth League, il est dans le groupe du PSG de mémoire. Donc, se met en place un processus d'observation. Vidéo dès qu'on le peut, et live aussi de manière plus poussée. Je suis pas le seul à le voir. Le recrutement, c'est toute une équipe, c'est tout un club, c'est jamais le fait d'une personne. Il y a eu un gros travail de fait par un de mes collègues, Thomas Morin. Il a fait un gros travail aussi par la suite. On a tous travaillé sur différents gardiens de cette catégorie d'âge-là, 2004, et on a évalué au maximum tous les gardiens, que ce soit en live ou en vidéo, de manière à se dire, ok, dans la hiérarchie, où est-ce qu'il se situe par rapport à ses qualités, par rapport à son potentiel, par rapport à l'opportunité. Et après, en fonction de ça, voilà, il y a les opportunités. Voilà, après, tu as le numéro 1, numéro 2, 3, 4. Des choix, quoi. Et tu fais après, par rapport à l'opportunité de marché. Toi, tu veux prendre un gardien de but qui va te rejoindre à l'académie, qui va jouer la Youth League potentiellement. Il marquera d'ailleurs en Youth League. Ça, c'était prévu dans les critères de recrutement non, ou pas? C'était pas prévu, on n'avait pas anticipé ce fait-là. Et puis derrière, parce qu'on sait que c'est un gardien qui va venir, qui va faire la Youth League, qui va être potentiellement 4e chez les pros. Donc on doit avoir un gardien qui est fiable et qui a la capacité d'y aller. Voilà. Donc il réunit beaucoup de critères à ce moment-là. Il continue et il doit continuer son développement. Mais ouais, ça a été un processus. Et c'est un processus de combien de temps là à peu près, enfin, pour que les gens se rendent compte C'est un processus entre le temps où on le voit, on l'observe vraiment de manière poussée, et c'est passé peut-être une année. Le processus de suivi, je peux t'évoquer un cas précis aussi, on va revenir un peu en arrière par rapport à Manchester United. On voit un gardien aujourd'hui qui évolue en équipe première à Toulouse, très jeune, Guillaume Restes, grande qualité. Moi je suis à Manchester United, je le vois pour la première fois en U12. U12, garçon... sur un tournoi. Il t'impressionne en U12 Ouais, à ce moment-là, il fait des choses. Ouais. Bon, le jeu au pied, là, c'était un jeu au pied gaucher. Tu te dis, ça t'interpelle fortement. La présence, ça t'interpelle encore plus. À cet âge-là, oui, tu vois déjà qu'il y a des choses. Et puis, bah, après, tu te dis, t'as une United, il peut potentiellement te rejoindre avant le Brexit à 16 ans, après le Brexit à 18 ans, donc tu te dis, tu vas le suivre. Et moi, j'ai dû le voir de U12 à... Donc il s'est passé beaucoup de temps. Donc t'imagines le processus qu'il peut y avoir dans le cadre d'un suivi d'un gardien pour un grand club. Et là tu suis l'évolution aussi, parce que tu le vois de U12 à U16, il y a des temps de passage, parce qu'il y a des moments où tu te dis est-ce que voilà, dans 1 an, 2 ans, il faudrait qu'il soit là, et s'il l'est pas, c'est que bah, l'évolution elle se déroule pas comme espéré. Ce qui est intéressant le concernant, et puis d'autres, c'est que tu te rends compte que souvent en U12, U13, c'est quand même souvent les meilleurs. Et puis ça le reste en 14, ça le reste en 15, ça le reste en 16.
Et puis tu te dis, là pour le coup, avec le recul, tu te dis, Alban Lafont, il a joué jeune quand même à Toulouse. Bon, tu as vu un peu Alban Lafont qui était déjà très fort pour son âge à l'époque. Tu te dis, bon, dans les temps de passage, ouais, lui, il a beaucoup de choses où il est en avance, et tu te dis, dans certains rapports, parfois, tu mets, il va jouer comme Alban Lafont à 16 ans ou 17 ans, et puis ça va être un gardien précoce. Moi, je dissocie beaucoup la performance et les qualités. Quand tu es un jeune joueur... La performance d'un match ou d'un tournoi, voilà. Un jour de grâce est arrivé à des gardiens, et des jours plus compliqués aussi, c'est l'inverse. Et quand tu observes des jeunes joueurs, quand tu observes des très jeunes joueurs, 12, 13, 14, 15, c'est sur courant alternatif. Donc, ce qu'il faut déterminer, c'est quels sont les marqueurs de la performance, quelles sont les choses qui te font penser que, voilà, ces attributs-là sont très forts, là, il y a du travail à faire, la potentialité, où est-ce qu'il peut aller, faut être très attentif et très vigilant par rapport à ces attributs-là, mais c'était, tu voyais déjà des choses, voilà, à contrepartie, tu prends le cas de Nicolas Thier, une envergure, une présence. Que Chelsea avait suivi, ils étaient venus l'entraîner à Poitiers directement. Ils l'ont signé très tôt, ils ont mis un encadrement autour de lui, il est parti là-bas, mais à 13 ans, c'est exceptionnel. Je pense, moi, personnellement, de tout ce que j'ai vu au poste, à cet âge-là, parce que, on va dire, les U13 resteront toujours un peu pour moi, hein. J'ai entraîné pendant 7 années cette catégorie-là, 7 ou 8 années cette catégorie-là, donc c'est un peu un marqueur pour moi, une référence, un temps de passage. Ça reste le plus gros potentiel que j'ai vu à cet âge-là. Tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, lui, il va aller là-haut et ça va être exceptionnel. Tu te rends compte que la trajectoire, c'est pas si simple que ça. Et à l'arrivée, aujourd'hui, il est joueur professionnel, Portugal, il me semble, voilà. Mais à Chelsea, ça n'a pas fonctionné. C'est compliqué après, le professionnalisme, etc. Et surtout quand tu évalues des jeunes joueurs, tu les signes tôt, comment ils vont être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Se projeter à 5-6 ans, on n'est pas des devins, on essaye on va dire, avec l'expérience et le recul, de mettre le plus d'éléments en notre faveur, mais c'est vrai qu'après, il y a une part et un facteur chance, et un facteur développement et l'environnement qui fait que ça joue énormément. Mais oui, il y a plein d'anecdotes et petits exemples comme ça, voilà, que moi j'ai pu voir ou pu entraîner. Tu connais certains gardiens que j'ai pu entraîner, Paul Nardi, que j'ai pas entraîné mais que j'ai vu grandir du centre de formation. Je l'ai vu arriver chez les pros, être parfois en difficulté, son premier match, etc. Je crois qu'il a fêté ses 10 ans là, son premier match à la SNL, j'ai vu passer ça. Mais donc tu as tous ces petits éléments là et ces petits facteurs là qui te donnent des références et qui te permettent d'évaluer les autres garçons. Yele Van Eyck, en l'occurrence. On revient à l'Olympique de Marseille, du coup. T'as vu l'Olympique de Marseille, des matchs de l'Olympique de Marseille, les séances d'entraînement sous Sampaoli, sous Tudor. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, interpellé sur le poste de gardien et sur des demandes de poste de gardien? Ils n'avaient pas forcément les mêmes demandes. Est-ce que sur les séances d'entraînement, il y a des choses qui t'ont interpellé? Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, le style de jeu de l'entraîneur et les attentes et les demandes qu'il va avoir au poste, quel que soit le poste, et en l'occurrence là, si on parle du poste de gardien de but, Sampaoli voulait un gardien extrêmement proactif. Il le considérait, on l'a vu avec Paul Lopez notamment, qui jouait à 40 mètres de son but, qui jouait extrêmement haut. Comme un 11e joueur de champ, un vrai 11e. Un 11e joueur de champ, donc qui était pour le coup, vraiment le premier relanceur, parfois même plus que les deux centraux ou les trois, parce que bon, après avec Sampaoli, il y avait un style de jeu très hybride, et c'est sûr que il a dû, lui, digérer ça, que ce soit Paul Lopez, que ce soit Steve Mandanda, ils ont dû intégrer dans leur matrice, et on parle de gardien. Si on parle de Steve, c'est un 15 ans de carrière avant, monument, voilà. Et à cet âge-là, tu dois lui demander d'évoluer dans un registre complètement différent. Et un gardien de but qui joue au pied dans sa surface, et un gardien de but qui joue au pied 40 mètres de son but, les repères sont complètement différents. Donc il y a la gestion après de recul, parce que quand tu as joué une situation, s'il y a perte de balle, comment tu recules, comment tu dois te resituer, te repositionner. C'est évident qu'il y a une différence phénoménale pour eux, et il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais pour autant, ça répondait à un processus, ça répondait à une animation et à un style de jeu. Et après, avec Tudor, il y a eu une évolution un peu différente, même si la continuité, on va dire, entre Sampaoli et Tudor, et de ce qu'on a pu voir, c'est que le gardien était proactif. Et puis après, ce qui a été bénéfique, je pense, pour les gardiens,
et notamment pour Paul Lopez, c'est qu'il y a eu de la continuité par rapport à l'entraîneur des gardiens. Ça a toujours été John Pasqua, qui est arrivé avec Sampaoli, qui est resté finalement par la suite avec Tudor. Tudor. Parce qu'il n'y en avait pas et au final il a prolongé. Voilà, au final il est resté, et qui est un entraîneur de gardiens pour le coup de grande qualité, parce qu'il a vraiment fait progresser ses gardiens. Après, il faut dissocier la qualité du jeu au pied et le rendu en match par voilà. rapport au contexte. Il y avait cette concurrence avec Steve Mandanda. Par rapport à Jelle Van Neck, c'est est-ce qu'il veut jouer au pied, est-ce qu'il est à l'aise quand il reçoit le ballon ou quand il joue au pied. Après, l'exécution, c'est autre chose. Mais Paul Lopez, quand il arrive, il fait 2-3 jeux longs où c'est approximatif, et on se dit, il est nul au pied. Alors que il faut comprendre qu'il doit changer complètement sa manière de jouer et d'évoluer. Paul Lopez, il n'a pas un jeu au pied qui est négatif. Il est plutôt capable de jouer. Après, il a parfois quelques approximations, mais il faut dissocier ça. Et les attentes et les demandes au début de M. Sampaoli, c'est difficile pour un gardien de but d'intégrer ce changement-là. Parce qu'à l'entraînement la semaine, il y a le travail spécifique que tous les gardiens font dans tous les clubs, les gardiens pros, mais il y a du coup aussi ce nouveau logiciel à intégrer en plus du travail au quotidien. Et à travers tout nouvel apprentissage, il y a une destruction de l'ancien, et forcément ça passe par une phase descendante avant de pouvoir potentiellement remonter. Ça fait partie des processus d'apprentissage, quel que soit l'âge. À 30 ans, 35 ans, Steve Mandanda doit pas réapprendre, mais réadapter son jeu. C'est-à-dire que lui, qui est un gardien très dominant dans sa surface, tu connais peut-être mieux que moi à ce moment-là, parce que je sais que tu as dû suivre Steve Mandanda depuis son plus jeune âge, tu vois. Mais forcément, il y a une telle réadaptation à un contexte de jeu, à une animation de jeu, même dans la gestion de la profondeur, dans la hauteur de bloc. Voilà, ton bloc, il est très haut, il faut que tu gères 50 mètres devant toi, qu'il faut que tu sois peut-être à 20-25 mètres de ton but. Il faut que tu gères ces gestions d'avancée, de recul, de prise de décision. C'est difficile pour un gardien à 30 ans, 35 ans ou 28 ans de se réadapter à ça. Ça prend du temps, et le mécanisme prend du temps, et c'est sûr que les gardiens avec Sampaoli, ils étaient hyper exposés, et c'était parfois visible, mais la recherche, et tu prends des deux entraîneurs, c'était d'avoir la volonté, à un moment donné, d'avoir la proactivité dans le jeu, et d'être proactif en partant du gardien de but. C'est la question que je pose aux gardiens, normalement, au tout début de l'épisode, et on va conclure cet entretien avec cette question. C'est passé très vite, hein. C'était... Qu'est-ce qu'un bon gardien du coup aujourd'hui? C'est un gardien qui fait des arrêts ou un gardien proactif dans le jeu? C'est une question difficile. C'est une question difficile. Je pense qu'un bon gardien, c'est un gardien qui répond aux attentes du coach et à son style de jeu, à son animation. Certains entraîneurs, certains coachs vont pousser et forcer le trait par rapport au gardien de but dans l'utilisation du ballon, dans l'utilisation de la première relance. Là où d'autres vont être peut-être un peu moins exigeants par rapport à ça, ça va repartir soit court, soit long. Je pense qu'un bon gardien, quoi qu'il arrive, ça restera un très très bon gardien, un gardien de très très haut niveau, ça restera quelqu'un qui fait gagner des points à son équipe, quelqu'un qui est capable de faire que l'attaquant n'a pas beaucoup de solutions et peu de choix dans le geste final, de faire que c'est lui qui dicte un peu dans sa surface de réparation les choses. Tu as des gardiens qui prennent beaucoup de place, tu as des gardiens qui ont la capacité de réduire énormément les possibilités à un joueur de champ, de vite sortir, de prendre de la place. Mais ouais, ce qui définit aujourd'hui le plus, je pense, le gardien de but, et ce qui détermine qu'un gardien est très 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 bon, c'est sa capacité à répondre au projet de jeu du coach. Et puis après, à faire des arrêts, forcément être décisif. Ça, c'est une certitude. On a vu Pep Guardiola comprendre ce qu'il voulait et prendre un gardien en adéquation avec son projet de jeu. Avec un gardien qui pouvait jouer, pour avoir amené cette crainte de pouvoir jouer long, pour justement l'inverse, jouer court. Ça, c'est l'exemple type. Je l'ai vécu avec Seb Henriot, coach aujourd'hui à Marseille, avec qui j'ai été pendant des années, et qui souvent disait dans le jeu, mettez le ballon là-bas, un peu plus loin, faites-les reculer, parce que nous on veut jouer. Donc s'ils sont tout le temps là en train de nous agresser et de venir nous chercher, bah peut-être de temps en temps on va les faire reculer un peu et on va pouvoir rejouer. Et la crainte, c'est ça, comme tu dis, il l'a bien expliqué, Pep Guardiola, dans certaines interventions qu'il a fait. Il avait identifié qu'il avait à ce poste-là besoin de ça.
Quand on prend le gardien de City, c'est peut-être pas le plus grand gardien dans sa capacité à faire des arrêts, à être décisif au poste, etc. Par contre, il inspire quelque chose dans son jeu au pied, dans son envergure, et il répond exactement à ce que son coach lui demande. Pour moi, la réponse, elle est assez simple. Ça répond à un projet de jeu, à un style de jeu. C'est l'entraîneur qui le détermine. Voilà. Et le gardien, il doit rentrer dans cette case-là. Et nous, recruteurs, pour conclure, on doit aller chercher ce que le coach nous demande et les attentes qu'il a au poste. Voilà. Et on doit identifier ça. Donc, on élimine très rapidement. On veut un gardien qui a un jeu au pied exceptionnel. Bon, ça réduit beaucoup le champ d'action. Après, tu fais des concessions, parce que des fois, tu trouves pas toujours le... Il y en a qu'on peut pas faire, il y a des... voilà, ça sera plus lui, parce que cette qualité-là, elle est dominante. Des fois, tu vas aller chercher un joueur, on veut un jeu au pied exceptionnel, un 95, une envergure, capacité à jouer dans les airs, à jouer 20 mètres de son... Ok, bon, faut le trouver. Tu vois. Donc ça répond à un besoin parfois, et après tu réduis un peu, et puis des fois tu fais un peu de concession sur certaines attributs, mais c'est pareil pour tous les joueurs, malheureusement. On va passer à la dernière partie, le face-à-face. C'est pas parce que t'es pas gardien de but que tu échapperas. Le plus bel arrêt que t'as en tête. Waouh, le plus bel arrêt que j'ai en tête. Un qui m'a fait, je crois, me mettre dans une des colères les plus importantes de ma vie, en tant que supporter, c'est l'arrêt de Buffon sur la tête de Zidane, en Coupe du Monde. C'est peut-être pas l'arrêt le plus difficile à faire, hein. Je suis persuadé que c'est pas un arrêt spécifiquement difficile, mais dans ce contexte-là, et dans ce moment-là, c'est exceptionnel. Et puis après, j'en ai un autre, qui me vient en tête comme ça immédiatement, c'est un arrêt c'est l'arrêt de Fabien Barthez quand il capte le ballon... je crois Ronaldo, de mémoire, 98, et le ballon, il fait l'arrêt, ou voilà, c'est pareil, peut-être que c'est pas l'arrêt, mais c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ce qui m'a marqué. Ouais. Ton gardien préféré? Moi, je vais pas être très original, je pense que Gianluigi Buffon, pour moi, ça réunit vraiment tout, ce qu'on peut aimer du poste, de l'homme aussi, de ce qu'il peut véhiculer. Après, tu le sais, j'ai une sensibilité particulière pour Pascal Olmeta. J'ai beaucoup aimé ce gardien fantasque à une période, et voilà. Mais c'est Gianluigi Buffon, ouais, forcément. Ce qui te fascine chez les gardiens de but? Ce qui me fascine, c'est qu'ils font un sport individuel dans un sport collectif. C'est la confrérie des gardiens de but. Moi, je l'ai vécu au centre de formation à Nancy. Ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Paul Nardi, qui était au centre de formation, il venait à l'école de foot, il a dû venir sur des séances à toi. Pour moi, ils font un sport individuel dans un sport collectif. C'est particulier. Sur le terrain, ce qui t'énerve chez un gardien de but? Ce que j'aime pas, c'est le langage corporel. Parfois, où dès qu'il y a une situation, où il y a une erreur, où il y a un but, où il y a cette attitude, j'aime voir chez n'importe quel joueur, n'importe quel gardien, cette capacité, tu vois, à tout de suite se remobiliser, à tout de suite remobiliser tout le monde, à avoir ce leadership, à avoir cette capacité, tu vois, pas être tout le temps dans le... Le gardien français qui t'a le plus impressionné sur les 10 dernières années? Le jeune gardien. Si je dois vraiment parler des jeunes gardiens, des très jeunes gardiens, Nico Latier, ça m'a... En jeune, pour l'avoir joué contre lui, à Cap-Breton, c'était très fort. Après, j'ai un souvenir de Mélier sur un match de Gambardella à l'époque où son jeu au pied m'avait impressionné à ce moment-là. Une capacité à jouer sous pression et à être à l'aise et à être serein, c'était... Sur ce match-là, ça m'avait... il me semble, en plus, dans l'équipe, il y avait Gendouzi, il y avait Alexis-Claude Maurice, il y avait une grosse équipe. Sur ce match-là, il m'avait épaté sur sa sérénité. Ouais. Le jeune gardien à suivre avant éclosion, là, c'est l'œil du scout. Avant éclosion, le problème, c'est que maintenant, Guillaume Restès, il joue. donc malheureusement... on a une génération, on a une nouvelle génération de gardiens qui va arriver, qui va être intéressante. Guillaume Restès, 2005. Il y a certains gardiens aujourd'hui, comme le petit Justin Bangui à Lyon, Patouillet aujourd'hui qui est à Lyon aussi. Il y a une jeune génération de gardiens, 2004, 2005, 2006, je pense, qui va arriver, qui va être intéressante. 2007 aussi.
Je pense aussi à Robin Risser, qui est Strasbourg aussi, qui est prêté à Dijon actuellement et qui va lui permettre de jouer toute une saison. Le club le plus formateur. Question difficile. En France, c'est difficile à dire. Je pense qu'ils ont tous c'est par période et par... Je pense notamment à Genk. Je vais pas te dire de bêtises, tu vas peut-être me corriger. Il me semble que Courtois il sort de Genk, quand même. Et derrière, ils ont Martin van der Voort là, qui est encore là-bas, qui va signer dans la Galaxy Red Bull. Je trouve qu'il y a une école de formation en Belgique de qualité. Après, en France, c'est Toulouse, quand on pense à Lafont et à Restes, malgré tout, sur ces dernières années. Malgré tout, il y a le PSG aussi avec Areola, Maignan. C'est cyclique, en fait. Après, il y a Le Havre aussi, qui a formé... Aujourd'hui, voilà, ils ont formé nombre de gardiens de but de haut niveau. Peut-être Le Havre est peut-être celui qui a formé le plus de gardiens de but de haut niveau, donc allez, peut-être Le Havre. Le conseil que tu donnerais à un jeune gardien aujourd'hui, avec ton œil de recruteur? Avec mon œil de recruteur, tu me poses des questions difficiles quand même. C'est le face-à-face, c'est pas facile un face-à-face. D'accord. Avec mon œil de recruteur, non, c'est d'être proactif. Voilà, c'est de pas subir les événements. C'est de montrer de la personnalité, d'être acteur du jeu. Quand je dis montrer de la personnalité, c'est pas que brailler dans tous les sens. C'est pas ça la personnalité. La personnalité, c'est après une faute de main, après une erreur, c'est continuer à vouloir jouer. Après un but encaissé, voilà, c'est rester concentré, rester connecté au match, d'avoir ce caractère et cette proactivité là dans le jeu. Belle conclusion. Merci Mathieu, merci d'avoir accepté d'être mon invité. Alors voilà, t'étais pas gardien, mais comme quoi les passionnés, il y en a partout. C'est un plaisir pour moi, franchement. Je te remercie beaucoup de m'avoir sollicité pour ça, parce que, comme tu le dis, je suis pas gardien de but, mais j'ai une profonde admiration pour le poste et pour les différents acteurs de ce poste-là. C'est vraiment top, parce que c'est bien préparé, bien animé, et c'était un plaisir cette discussion-là pour moi. Merci Mathieu. Merci à vous également de nous avoir écoutés, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.